les principaux projets? Comment cela va-t-il toucher mon patrimoine? Et quelles sont les évolutions fiscales? La hausse de la CSG donc, va entrer en ligne de compte à partir du 1er janvier, donc 1,7%. Alors, sur quoi? Sur les salaires, les pensions et puis les revenus du capital, d'une part. Et de l'autre côté, en fait, en contrepartie de cette augmentation, il va y avoir la suppression des cotisations chômage et maladie. Voilà, donc les deux axes. Et à l'heure actuelle, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les prélèvements sociaux sont de 15,5 et donc vont passer à 17,2%. Voilà. Et en fait, la hausse, pour l'instant, puisque ça va être quand même beaucoup notre sujet aujourd'hui, impacte en fait principalement les revenus du capital, donc lesquels les dividendes, les plus-values immobilières ou les rachats sur les contrats d'assurance vie, par exemple. Il s'agit en fait de la flat tax, un terme dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois, ou prélèvement forfaitaire unique, comme vous venez de le dire. Donc c'est une des réformes majeures du gouvernement qui est actuellement proposée. Le principe est de proposer un impôt à taux unique de 30%, prélèvements sociaux inclus. Donc c'est le graphique le visuel qui est proposé actuellement. Dans un objectif de taxer les revenus du capital. Donc désormais, tous les revenus des capitaux mobiliers seront taxés à ce taux unique de 30%, à l'exception du livret A et du plan épargne action. L'assiette taxable est soumise à la taxation avec le barème actuel qui ne change pas. Les maisons, les résidences principales, les résidences secondaires, les immeubles de rapport, tout ce qui est immobilier, les SCPI, les OPCI, tout ce qui est support immobilier dans tous les sens va être intégré. Donc il n'y a pas d'augmentation de l'ISF en IFI. La flat tax, va-t-elle s'appliquer à mon livret A? Qu'en est-il de mon LDD, livret développement durable? Alors, le régime fiscal et social du livret A, comme des livrets réglementés que vous venez de citer, hein, le LDD, alors le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire, le livret jeune, tout cela, ça reste inchangé. Donc, pas d'impact du prélèvement forfaitaire unique. Soit on déclare la globalité de ses revenus, donc dans le barème de l'impôt sur le revenu, puisque je rappelle qu'il y a 4 TMI, hein, 14%, 30%, 41 et 45. Pardon, taux marginal d'imposition, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des ménages qui peuvent avoir intérêt à déclarer leurs revenus dans leur imposition sur le revenu. C'est des ménages qui, dans ce cas-là, n'acquitteront que les prélèvements sociaux. Et ça concerne évidemment plutôt les ménages. J'ai ouvert mon PEL il y a 5 ans. Que devient-il? Dois-je le garder? La flat tax de 30% s'appliquera-t-elle au PEL en cours? Le véritable changement, c'est plutôt pour les PEL qui ont plus de 12 ans, qui eux se verront appliquer le PFU, donc avec la CRDS de 17,2%. Donc le bon conseil, si on détient un PEL de plus de 12 ans, c'est de se poser la question s'il vaut mieux opter pour ce prélèvement forfaitaire unique ou l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir un PEL? Oui, si c'est conforme à ses objectifs et à ses projets, évidemment. Les PEL ouverts avant la fin de l'année donc restent uniquement soumis aux prélèvements sociaux pendant 12 ans. Alors, le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle le PFU, ou flat tax, va s'appliquer à l'ensemble des revenus qui sont issus du capital mobilier. On parle donc des intérêts, des dividendes, des plus-values, sauf l'épargne réglementée et toute l'épargne salariale qui n'est pas concernée par ce volet-là. Ça, c'est le point d'entrée. Il faut se dire, ça ne concerne donc que mes intérêts, mes dividendes ou mes abattements pour mes plus-values, pour les valeurs mobilières. On est imposable. Si on est non imposable, il faudra vraiment se poser la question de ne pas utiliser ce prélèvement forfaitaire unique et privilégier uniquement la position sur la base de la CSG, CRDS, contribution sociale, le tout pour 17,2. Donc, si on est dans l'autre cas et qu'on est imposable, on va constater très vite que, globalement, c'est plus favorable de se faire taxer par le PFU que dans la situation, par les 30%, que par les situations précédentes. En matière de plus-value, on avait droit à des abattements
en fonction de la durée de conservation, et je parle notamment pour tous les titres qui ont été acquis avant le 31 décembre 2017. Eh bien, ces abattements pourront éventuellement être maintenus sous réserve toujours d'opter pour ne pas faire le PFU à 30%. Ça sous-entend il vaut mieux le faire quand on est en situation d'être non imposable. Enfin, il y avait sur l'aspect des dividendes, on avait également un abattement de 40% qui jouait sur ce que l'on percevait. Le cas prévu par le projet de loi de finances actuel, je rappelle toujours que tout cela est soumis à la validation définitive du texte à la fin de cette année. Eh bien, cet abattement de 40% sur les dividendes d'actions, par exemple, il sera possible de le maintenir si le bénéficiaire a opté pour un barème impôt sur le revenu, donc en clair, encore une fois, s'il est non imposable. Le PEA et le PEA-PME, ce sont deux enveloppes distinctes qui se complémentent et qui permettent d'investir dans des entreprises non cotées, actions françaises, européennes, clairement dans l'économie réelle transformée par les titres de participation auprès des entreprises. Eh bien, tout ce qui est à l'intérieur est protégé de fiscalité pendant toute la durée de vie. Et donc, on n'a qu'à la sortie, en cas de sortie anticipée ou sortie au terme, où l'on a une taxation qui se limite dans ces cas-là uniquement aux contributions sociales sur les gains que l'on a réalisés. Évidemment, on n'est jamais imposé sur les encours, on est toujours imposé que sur les gains quand ils sont constatés. Donc en synthèse, la fiscalité ne changera pas pour le PEA ni le PEA-PME, et en revanche, pour le compte-titre ordinaire, c'est-à-dire hors PEA et PEA-PME, le régime qu'il faudra surveiller, c'est qu'est-ce que je possède dessus. Est-ce que ce sont des titres de nature obligataire, des titres de nature action, et auquel cas le PFU pourra s'appliquer. Un petit rappel quand même, le PEA et le PEA-PME permettent de mettre 150 000 € pour l'un et 75 000 € pour l'autre. J'aimerais connaître les prévisions d'évolution de la fiscalité sur l'assurance vie. Dois-je clôturer mon contrat d'assurance vie pour en ouvrir un autre? Et en quoi la flat tax va-t-elle impacter l'assurance vie, Corinne? Alors tout d'abord, ce que l'on peut retenir du projet du gouvernement, c'est que les grands principes de l'assurance vie vont être maintenus. Donc on le voit d'ailleurs à l'écran, l'assurance vie, un produit phare détenu par un ménage sur 3 actuellement. Donc tout d'abord, la fiscalité spécifique en cas de décès de l'assuré serait maintenue. Donc là, on parle notamment des abattements de 30 500 € ou de 152 500 € qui sont appliqués aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en cas de décès de l'assuré et qui sont accordés selon l'âge de versement des primes par l'assuré, soit avant, soit après 70 ans. Ce qui reste inchangé, c'est la fiscalité en cas de rachat pour les contrats d'assurance vie dont les versements ont été effectués avant le 27 septembre 2017. Là, pas de changement. Pour un contrat d'assurance vie dont la durée est supérieure à 8 ans, le client pourra bénéficier soit du prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5, soit d'une imposition à l'IR. L'abattement de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé et 4 600 € pour un célibataire. Ces abattements sont également maintenus sous forme de crédit d'impôt. Ce qu'il change, c'est l'imposition en cas de rachat des revenus. Rachat, c'est retrait, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Retrait pour des contrats dont les primes, les versements ont été effectués essentiellement après le 27 septembre 2017. Donc, avec un prélèvement forfaitaire obligatoire pour les contrats qui vont être inférieurs à 8 ans. Et au-delà de 8 ans, on a des spécificités où on bénéficiera notamment d'une imposition globale, soit à 24,7%, soit à 30%. Et là aussi, même pour ces contrats qui vont être ouverts où il y a des versements après le 27 septembre, on maintient tout de même les abattements dont je parlais tout à l'heure, l'abattement de 9 200 € pour le couple marié, pacsé, et 4 600 € pour un célibataire. Actuellement, l'assurance vie reste toujours un régime fiscal privilégié qui propose des offres de placement avec des caractéristiques avantageuses.
de par sa souplesse en termes de disponibilité de l'épargne, en termes d'arbitrage, de rachat, par la richesse aussi de ses garanties et de ses options à l'intérieur de ses contrats. Donc garantie de prévoyance décès, option de gestion financière pour gérer son épargne. C'est un contrat qui, par ses spécificités, représente certains avantages en matière de transmission, de par le choix des bénéficiaires sur son contrat et une fiscalité spécifique en termes de transmission. Quelles solutions pour alléger ces impôts sans effort financier supplémentaire et quelles sont les niches fiscales que le gouvernement a supprimées? Alors la bonne nouvelle déjà, c'est que le dispositif actuel n'a pas été modifié pour le plafond des niches fiscales. De quoi parle-t-on quand on parle des niches fiscales et du plafond des niches fiscales? Chaque foyer fiscal en France a droit à un cumul de 10 000 € dans lequel on vient cumuler les différentes réductions d'impôts qu'il a fait. Il les a fait parfois par des investissements, parfois par des dépenses. Je pense à des dépenses quand on pense à l'emploi d'un salarié à domicile. Ça procure une réduction d'impôts, comme vous le savez, en gros de 50% dans un plafond spécifique. Quand on obtient cette réduction, imaginons qu'on a obtenu 2 000 ou 3 000 € de réduction liée à cet emploi à domicile, on doit l'impacter sur les 10 000 €. Il ne reste donc par exemple que 8 000 ou 7 000 de marge pour pouvoir faire autre chose. Si on fait un investissement dans les entreprises non cotées à travers des FIP, fonds d'investissement de proximité, ou des FCPI, on va en parler après, des fonds communs de placement dans l'innovation, on peut obtenir une réduction d'impôt. Et cette réduction d'impôt, elle va aussi venir impacter le plafond des niches fiscales. Donc il y a l'investissement dans l'immobilier neuf. Aujourd'hui, il y a un système qu'on appelle le système Pinel qui permet d'investir dans l'immobilier neuf et d'obtenir une réduction pour une longue période, une réduction d'impôt qui va elle aussi s'impacter sur le plafond des niches fiscales. Possibilité des investissements par exemple dans l'audiovisuel, on en touchera un mot après, qui permettent également d'avoir une réduction. On peut obtenir une réduction d'impôt sans effort financier supplémentaire. Je suis au regret de dire que ce n'est pas possible. Donc, le prélèvement à la source des impôts sur les revenus des particuliers est entré en phase de test depuis début juillet 2017. Donc son entrée en vigueur devrait être prévue pour le 1er janvier 2019, sous réserve évidemment que les textes actuels aboutissent. 2018 sera de nouveau une année de transition durant laquelle l'intérêt fiscal sera gelé. Les contrats d'épargne retraite populaires, donc dit le PERP, et le contrat Madelin conservent tout leur intérêt fiscal pour cette fin d'année 2017. Donc il est très pertinent de verser sur ces contrats pour bénéficier d'une déduction fiscale pour cette année. Et que le PERP, avant d'être un outil d'optimisation fiscale, c'est surtout avec le contrat Madelin, des contrats qui sont voués à se préparer un complément de retraite individuel. Voilà, donc c'est vraiment dédié à la constitution d'une épargne retraite. Donc en fait, les versements que vous effectuez sur un PERP sont déductibles des revenus imposables dans la limite de 10% des revenus de l'année précédente. Question d'un de nos clients, la loi Pinel est-elle prolongée, la fameuse loi Pinel? Donc comment fonctionne le dispositif? C'est donc une incitation fiscale pour de l'investissement locatif intermédiaire dans des logements neufs ou assimilés. Et il existe deux formes, soit en direct, donc de l'immobilier physique, soit de la SCPI.